Bonjour Témiscamingue, bienvenue au Canal 13. Aujourd'hui, on a préparé une émission spéciale juste pour vous, une émission sur le recyclage. Présentement, sur la gestion de nos déchets. Présentement, il ne faut plus appeler nos déchets des déchets. Excusez-moi, je vais m'expliquer. C'est qu'il y a du recyclage qui peut être fait, de la réutilisation. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec les choses que nous, on n'a plus besoin. Donc, on appelle ça la gestion des matières résiduelles. Aujourd'hui, justement, on a préparé une émission sur ce sujet-là. On va tout d'abord commencer par voir ce qu'on a dans nos poubelles, ce qui peut être recyclable, ce qui doit être recyclé et qu'est-ce qu'il faut faire pour le mettre dans le bac convenablement. Après ça, on va avoir une petite entrevue avec Nathalie, qui va faire une petite entrevue avec le directeur des travaux publics de la municipalité au sujet du recyclage en tant que tel, où est-ce qu'on en est ici, qu'est-ce qu'il en était dans le passé et où est-ce qu'on s'en va dans le futur à Témiscamingue ici. Et ensuite, on va voir une petite vidéo sur le recyclage, sur Ici on recycle, fait par Recycle Québec, qui nous présente un peu plus du côté des compagnies. Premièrement, du recyclage en compagnie. Après ça, ça va nous présenter les centres de tri et d'autres compagnies qui réutilisent ces produits-là pour finir la vidéo. Donc, passons tout de suite au triage de nos poubelles. Me voici devant mes matières résiduelles. On a parlé pourquoi tantôt. OK. Vous avez ici du carton. On va commencer avec le carton. Tout le carton, ça va tout dedans, que ce soit du carton de n'importe quoi, des boîtes d'œufs, tout. Même du carton un petit peu plastifié. Comme ici, moi, j'ai comme exemple le plat de crème glacée, mais tout ce qui est... Tu sais, ce qui a l'air d'être ciré un petit peu, là, c'est-tu du carton? C'est-tu du plastique? Non, c'est du carton. Les cartons de jus, les cartons de lait. Ce que vous trouvez à l'épicerie avec du liquide dedans, c'est tout bon, il n'y a aucun problème. Même ceux comme des jus Oasis, qui ont un petit peu de plastique avec du carton, du plastique, il n'y a pas de problème, ça va dedans aussi. Il y a peut-être juste les petites cannes de jus congelé. Que ça, oui, il y a du carton, il y a du métal aussi. Quand j'ai parlé avec le responsable du centre de tri, il me disait que c'est un de leurs plus gros problèmes présentement. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on ne peut pas la recycler. On prend notre ouvre-boîte, puis on le fait l'autre bord, puis c'est pas vraiment plus compliqué. Puis enfin, en 2 morceaux, ça va pouvoir aller là-dedans. D'autres cartons, là, ici, il y a d'autres choses que du carton, on le sépare, bien sûr. Mais le carton-là, ça, c'est du plastique. Et voilà. Plastique, OK, on va y aller avec le plastique. Du plastique. Vous voyez, la majorité du temps, sur le plastique, je ne sais pas si vous le voyez ici, vous allez trouver un triangle fait avec des flèches, avec un numéro à l'intérieur. C'est recyclable. La majorité des plastiques que vous trouvez avec la nourriture dedans, tout ce que vous achetez sur les tablettes à l'épicerie qui est dans un contenant de plastique, c'est recyclable à 99 %. C'est rare les produits qui ne le sont pas. Petite bouteille comme ça, c'est recyclable. Les bouteilles d'eau, pas de problème, même chose, recyclable. Et bouteille de crème glacée, bouteille contenant de crème glacée, de margarine, toutes ces choses-là, pas de problème, c'est recyclable. Mais il faut s'entendre sur une chose. Pour le beurre de pinot comme ça, aucun problème, c'est entièrement recyclable, c'est sûr et certain. Mais quand il en reste énormément comme ça dedans, là, on a un petit problème de contaminant, puis il ne faut pas l'envoyer au recyclage comme ça. Premier conseil, à mon goût, à moi, ce serait, me semble, de continuer de le manger. Il en reste encore pour au moins 4 toasts là-dessus. Fait que de l'utiliser jusqu'au bout, après de le rincer. Même chose pour de la margarine, du ketchup, ou n'importe quel contenant comme ça. On ne met pas un pot de margarine à moitié aux poubelles, là, plutôt au recyclage. Il faut vider ce qu'il y a dedans si c'est parce que c'est plus bon. Si c'est bon, mangez-le, s'il vous plaît. Donc ça, on le finit. Donc, on ne le mettra pas tout de suite. Il faut prendre le temps de finir de le manger. Vous avez ici une bouteille de verre avec un couvert. La majorité du temps, enlevez le couvert. Parce que tout ce qui est verre, la majorité du temps, c'est des couverts de plastique ou des couverts de métal. Séparez les deux produits. Parce que sur les chaînes, dans les centres de tri, c'est un long convoyeur avec des gens autour qui travaillent puis qui trient. Ils sortent les instruments puis ils les trient, les instruments, tous les produits qu'on a comme j'ai sur la table ici. Et pour les aider, c'est de les séparer tout de suite. Eux autres, ils n'ont pas le temps. Ça passe vite puis ils ramassent qu'ils peuvent se débarrasser tout de suite. Le reste, c'est trop long, ça continue sa course jusque dans, malheureusement, la poubelle. Bouteille de vin, aucun problème, très recyclable en verre, mais comme je parlais, le bouchon, on l'enlève. Le bouchon est en métal.
Ça aussi, le métal qu'il y a là, si on veut être très méticuleux, il faudrait l'enlever, mais dans le pire des cas, je ne pense pas que des choses comme ça soient la fin du monde. Les étiquettes, d'ailleurs, on peut les laisser. Même chose que les cannes, vous n'êtes pas obligé d'enlever les étiquettes. Le verre et le métal, c'est chauffé à haute température pour pouvoir le recycler, le faire fondre ou quoi que ce soit. Et automatiquement, les étiquettes disparaissent en même temps, ils brûlent et ça, il n'y a aucun problème avec ça. On embarque dans les cannes, bien sûr, les cannes recyclables. Ce que je vous disais tantôt aussi, le beurre de pinot, je disais de le laver. Bon, ben, ça ne veut pas dire de le laver, mettre du savon là-dessus, puis laver ça comme la vaisselle, comme faut que ça soit spick and span, comme un verre qu'on voit à travers, puis que c'est tout bon, là. Mais ça veut dire de le rincer comme il faut pour enlever le surplus, enlever la majorité. Je ne sais pas si vous voyez un peu ici, c'est encore un petit peu rouge, là. C'était des tomates, comme on voit dessus, qu'il y avait dedans. Puis c'est encore un petit peu rouge, mais ça, c'est pas une catastrophe, il n'y a aucun problème avec ça. On continue dans le métal, puis il y en a beaucoup qui me disent qu'ils mettent la canette, la canne elle-même, dans le recyclage, mais pas le couvercle parce qu'ils trouvent que c'est dangereux, qu'ils ont peur de se blesser avec ça ou quoi que ce soit. Il y en a, quand vous avez un ouvre-bouteille qui ouvre sur le dessus, que le fond peut rentrer dedans, vous avez juste à le laisser, à le lâcher dans le fond, puis à le fermer comme ça, il n'y a pas de danger, ça ne ressortira pas. Même chose avec ça du genre, j'ai déjà commencé à le déformer, ça rentre dedans, on le déforme, ça ne sort plus. Ça ne nous blessera pas, c'est sûr et certain. Même. Un autre exemple, il ne sort pas, on est réglé. Puis ça, le recyclage en tant que tel, que la canne soit de forme parfaite ou non, ça change strictement rien. Maintenant, aluminium, recyclable à 100% et à l'infini. Vous pouvez recycler, recycler, recycler et recycler. Même chose pour le verre d'ailleurs. Donc, c'est très important de le recycler. Quand vous voyez les couverts qui sont couleur aluminium comme ça, c'est les canettes de l'Ontario qui ne sont pas recyclables. Fait qu'on les met directement dans le recyclage et on ne se pose pas de questions. Quand vous voyez des canettes que le bouchon sur le dessus est doré, c'est des canettes du Québec, recyclables Saint-Saëns. Je vous conseille d'aller les porter, moi, puis d'aller chercher votre petit Saint-Saëns. Vous dites, c'est peut-être juste Saint-Saëns, mais c'est déjà 10 cents ici. Mais quand ce n'est pas vous qui allez le chercher, bien, c'est les compagnies comme Coke qu'on a ici, ou comme Pepsi, ou comme n'importe quelle autre compagnie qui gardent le Saint-Saëns, eux autres, parce qu'ils vous ont chargé 5 cents pour vous donner la canette, et vu que vous lui rendez jamais, eux autres mettent ça dans leur poche. Okay, on a encore ici du carton, du papier, n'importe quoi, des revues de journaux, des choses publicitaires, des feuilles sur lesquelles on a écrit. Ça va tout au recyclage. Ça, on n'a pas de problème avec ça. Ça va tout là. Les choses qui ne vont pas au recyclage maintenant. Vous avez le carton, on a parlé de carton, il n'y a pas de problème. Un petit, attention, du carton souillé, des canettes de pizza ou des choses comme ça. Un carton qui vous a servi à mettre en dessous de l'auto quand vous changez l'huile, ça, mettez-le pas au bac de recyclage. Il n'y a rien à faire avec ça. C'est des produits contaminés, au même titre que le pot de beurre de pinot tout à l'heure. Et même chose pour un carton qui est tout mouillé comme ça, qui est tout mou. Parce que c'est pas recyclable dans cette condition-là. Si vous le faites sécher et que vous le remettez au recyclage après, il n'y a aucun problème. Mais en plus de ne pas pouvoir être recyclé, ce morceau de carton-là, dans le bac, il risque de mouiller d'autres papiers, d'autres feuilles et que le reste aussi ne soit pas recyclable. Fait que ça, on le fait sécher avant. Et ce n'est pas pour être ridicule ou pour viser personne en particulier, parce que j'en connais pas et j'espère ne pas en connaître. Beaucoup de gens jettent ça dans le bac de recyclage. La poubelle est pleine, on n'a plus de place, on passe, on jette ça dans le recyclage. Ou bien on est sorti trop vite le matin, on n'a pas eu le temps d'aller porter notre sac au bord du chemin. S'il vous plaît, ne pas le faire. C'est le plus gros contaminant qu'il y a dans les bacs de recyclage présentement. Tout ce qui est déchets de table et des choses comme ça, vous savez ce qui n'est pas recyclable du tout. S'il vous plaît, ne le mettez pas dans le bac de recyclage. Mais plutôt dans la poubelle. À part de ça, les sacs de plastique de magasin, c'est recyclable, mais il faut les mettre dans un sac. On va juste passer du coq à l'âne un petit peu. Revue de journaux, puis tout ça, tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, présentement, il est dans un sac. On enlève le sac, le papier va là. Et pourquoi j'ai voulu enlever le papier avant? C'est parce que, oui, c'est recyclable. Il y a un article, ça a passé dans le Reflet, tout dernièrement, je pense même cette semaine, le plastique est recyclable. Tout ce qui est papier comme ça dans les magasins, qu'on vous donne dans les magasins, tout ce qui est l'emballage, comme exemple, vous achetez un crête de canette avec le bois en dessous et l'emballage de plastique. Cet emballage de plastique-là aussi est recyclable.
Mais j'ai parlé au centre de tri, il m'a dit, si vous voulez nous aider, les petits sacs de plastique, tous les morceaux de plastique, vous mettez ça dans un sac de plastique transparent comme ça. Comme ça, eux autres, ils se rendent compte tout de suite que c'est des sacs de plastique. Ça apparaît. Imaginez sur le convoyeur, ça passe en avant, la personne, elle sait, ça, c'est des sacs de plastique, c'est du plastique, ça se recycle. Si c'est dans un sac comme ça, qui serait fermé, une corde, on ferme, qui serait fermé comme ça, qui passe dans le convoyeur, les gens ne savent pas c'est quoi. C'est-tu des déchets de table? C'est quoi? Il y a de fortes chances qu'ils continuent et qu'ils s'en aillent de toute façon dans les poubelles. On ne veut pas ça, par exemple. On le veut ici. Donc, dans un sac de plastique transparent, tous les sacs, tout le plastique ensemble. Des choses d'emballage comme ça. Vous enlevez ce qu'il y a dedans, qui est du papier, pas de problème. Vous mettez ça au recyclage. Plastique, même chose. Plastique, si vous vous demandez, comme j'ai parlé tantôt, il y a le petit triangle. Mais tout ce que vous pouvez trouver sur les tablettes à l'épicerie, tout ce qui contient de la nourriture, des choses comme ça, tous ces plastiques-là sont à 99 % recyclables à peu près. Boîte de céréales. On enlève le sac de plastique qui est à l'intérieur. Présentement, il n'est pas dedans. On peut le mettre avec nos plastiques dans un sac transparent. On défait la boîte pour que ça prenne moins de place. Et ça va dans le recyclage. On peut aussi utiliser des sacs de papier à l'épicerie à la place, on ne se pose pas de questions. Et ça va très bien. Ça ici, oui, les deux sont recyclables. On les enlève un dans l'autre. Le carton ici, le plastique, toujours dans notre sac transparent. Maintenant, le verre plat, nos vitrines et tout ça. Est-ce que c'est recyclable? Oui, c'est recyclable. Mais on ne met pas ça dans le bac. La personne m'a expliqué que, exemple, juste dans le camion, quand ils compressent les choses puis tout ça, ces vitres-là cassent. Et eux autres aussi, quand ils les manipulent, ça casse énormément. C'est beaucoup plus fragile que du verre de bouteille ou quoi que ce soit du genre. Puis il m'a dit qu'en plus, le verre plat comme ça, il y a très peu de compagnies au Québec, je ne sais pas ailleurs dans le monde, mais en tout cas au Québec, qui font le recyclage de ce verre-là. Fait qu'une vitrine qu'on a ou quoi que ce soit, on ne met pas ça dans le bac. Même chose pour le bois. Le bois, il y a plusieurs utilisés qu'on peut sûrement trouver autour de la maison, mais pas dans le bac non plus, parce qu'eux autres ne peuvent pas réutiliser le bois. Comme vous pouvez voir, à part ma poubelle, il y a beaucoup de choses qui peuvent être recyclées, qui vont dans le bac de recyclage. Maintenant, ici à Témiscamingue, où on peut vider notre boîte de recyclage ici comme ça, où est-ce qu'on peut mettre ça? Bien, je vous présente maintenant la liste des endroits, vous allez les voir, où est-ce qu'on peut laisser notre recyclage. Coin Kipawa-Thorne, vous retrouvez le Provigo, la banque, le restaurant chinois, la maison des jeunes, dans la cour duquel se cache notre premier bac. Derrière l'école Gétéberge, vous trouverez un deuxième bac. Derrière l'église, dans le stationnement, un troisième bac s'y cache. À l'hôpital, caché derrière, se trouve un quatrième bac. Vous savez où se trouve la caserne? Un cinquième bac s'y trouve. Derrière la caisse populaire, dans le stationnement, vous trouverez un autre bac. Juste à côté, derrière l'envol, un septième bac. Un huitième se cache derrière le centre. Vous connaissez Stedmans, la SEQ, à côté duquel se trouve le neuvième bac. En face du barrage Lumsden et du Splash, dans la cour du Subway, le train de Témis, se cache un autre bac. Une fois le temps, à l'ancien Richelieu, devenu maintenant le CPE Grenelle et Pruneau, se cache un 11e bac. Toujours sur Kipawa, en s'en allant vers le coin de la 101, vous trouverez un autre bac dans la cour du dépanneur Stop 102. Puis un autre en allant vers le développement de la montagne, près des boîtes roulettes. De l'autre côté du coin 101 Kipawa, dans la cour du Petro-Canada, un autre bac. Sans oublier un dernier sur le chemin de T-Lake, pour finir le compte à 16. Vous venez de voir les bacs où est-ce qu'ils sont à ville, à Témiscamingue. Maintenant, je voulais juste mentionner quelques matériaux que je n'ai pas mentionnés tout à l'heure ou quelques composantes qui vont pas au recyclage. Tout ce qui est en composite, c'est fait de carbone, le composite. Vous savez, ça ressemble souvent à du plastique, mais ce n'est pas nécessairement du plastique. Ça ne va pas au recyclage.
Tout ce qui est des déchets de table, ça ne va pas au recyclage non plus. On a parlé des poubelles tantôt qui ne vont pas au recyclage. C'est la même chose. Oui, on peut faire du compost avec ça, mais ce n'est pas dans la cueillette sélective qu'il faut mettre ça. C'est dans notre compost à la maison ou d'autres composts chez nos voisins qui font du compost. Peut-être que si vous en parlez à vos voisins, vous savez qu'ils font du compost, ils vont être très heureux d'avoir un petit peu plus de matériel pour faire le compost. Tous les éléments, les appareils qui contiennent plusieurs matériaux différents. On a parlé avec les bouchons tout à l'heure, il faut enlever les bouchons. Bon, bien, une télévision, c'est pas sa place dans un bac de recyclage. Des barbecues, des grille-pains, des fours micro-ondes, c'est pas la place. Même des jouets, on a beau dire, mais oui, mais c'est quasiment juste en plastique, ça va pas dans le bac de recyclage. Les livres, oui, ça peut aller dans le bac de recyclage, mais si le livre est en bon état, que c'est quelque chose que quelqu'un d'autre pourrait lire, il y a beaucoup d'endroits où est-ce qu'ils peuvent acheter des livres usagés. C'est peut-être une bonne idée d'aller les porter là. Ils vont même être réutilisés plutôt que recyclés, ce qui est encore plus le fun, ça ne coûte rien à faire. Des vêtements, ça non plus, ça ne va pas dans le bac, mais même chose, il y a des places qui les ramassent. Je pense qu'il y a une place à T-Lake où est-ce qu'ils ramassent les vêtements. Vous pouvez aller les porter là, il n'y a pas de problème. Si vous connaissez une autre famille qui ont des enfants plus jeunes que les vôtres, ils seraient peut-être contents de les avoir, votre linge aussi. Donc, on va continuer l'émission avec le directeur des travaux publics. Fait que je passe la parole à Nathalie qui va nous le présenter et nous présenter une petite entrevue avec lui. Nathalie? Bon, donc premièrement, merci beaucoup Mathieu pour la belle démonstration sur le recyclage de nos matières résiduelles. J'espère que les gens vont avoir pris des notes et qu'ils vont avoir appris beaucoup et qu'ils pourront l'appliquer dans notre ville ici. Puis pour nous parler un peu plus du recyclage, justement, dans notre ville ici, qu'est-ce qui est plus courant pour nous, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui se fait? J'ai avec moi le directeur des travaux publics, donc qui est M. Jean-Marie Gagné. Donc, bonjour, M. Gagné. Bonjour. C'est ça. Les gens, ils ont visionné avec Mathieu qu'est-ce qui est recyclable, comment le recycler. Mais là, on sait que à Témiscamingue, ça s'en vient le jour où ce que les gens n'auront plus le choix de recycler. Parce que maintenant, on parle un peu, tu disais, c'est un programme d'apport volontaire. Ceux qui veulent recycler, recyclent. Ceux qui sont peut-être pas aussi connaissants dans la matière ou qui se disent ça vaut pas la peine, ne le font pas. Mais là, justement, il y a des changements qui s'en viennent. Puis qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre comme changement? Bon, bien, présentement, là, on fonctionne depuis l'an 2000 avec un programme, comme tu disais, d'apport volontaire. Ça veut dire que sur le territoire de la municipalité, on a 16 gros bacs verts qui sont disposés à certains endroits que la plupart des citoyens connaissent. C'est ça. Et les gens amènent les principales catégories de matières recyclables de façon volontaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation pour le citoyen. Ça fonctionne très bien depuis 2000, mais avec l'avènement de la nouvelle politique, le nouveau plan de gestion de matières résiduelles du gouvernement du Québec, les municipalités vont devoir récupérer au moins 60 % de tout ce qui a un potentiel de recyclage. Ça ne veut pas dire qu'on va devoir recycler 60 % de tout ce qu'on envoie au dépotoir présentement, parce qu'il y a certaines catégories de déchets qui n'ont aucun potentiel de récupération. Mais dans ce qui a qui a un potentiel de récupération, on va devoir récupérer 60 % pour 2008. Fait que c'est pour 2008 qu'il y a la date butoir d'avoir obtenu le résultat de 60 % de récupération de tout ce qui a un potentiel de récupération. Donc, la municipalité essaie d'une façon de joindre cet objectif-là avant pour ne pas être prêt à la dernière minute? C'est un peu ça qui se passe? Oui, c'est en plein ça. On travaille de concert avec la MRC présentement. Plusieurs municipalités veulent prendre le virage recyclage, veulent instaurer à l'intérieur de leurs limites une politique de porte-à-porte, de collecte de porte-à-porte. Parce que c'est la seule façon qu'on va pouvoir obtenir le 60 %. Présentement, on est bien en bas du 60 % malgré que notre collecte par rapport au volontaire fonctionne très bien. Mais fonctionner très bien, c'est trop peu selon les nouvelles normes qui s'en viennent pour 2008. Fait qu'avec la MRC, présentement, on travaille à un plan de gestion de matières résiduelles pour l'ensemble de la MRC. OK. Si on passe un peu, justement, on a, si ma mémoire est bonne, 16 bacs verts dans la région de Témiscamingue, Le Temps, puis T-Lake, si je me trompe pas. Est-ce que ça fonctionne quand même assez bien, étant donné que c'est quand même volontaire, c'est pas tout le monde, mais est-ce qu'on pourrait dire que c'est quand même assez un bon succès? Comme tu disais, 60 % puis qu'on n'a pas atteint ça.
Mais quand même, considérant, est-ce que c'est une réussite à un certain point? Oui, c'est une très bonne réussite parce qu'on peut dire que on a quelques petits problèmes avec nos bacs verts. On pourra peut-être en parler un peu plus tard. Oui. Mais présentement, moi, j'ai commencé aux travaux publics en 2002. OK. On récupérait environ, on récupérait entre 100 et 110 tonnes de matière recyclable à l'intérieur de ces bacs-là. OK. En passant, j'ouvre une parenthèse, ce n'est pas les seules matières qu'on récupérait à Témiscamingue. On parle de strictement ce qui se mettait dans les gros bacs de 7 mètres cubes. Parce qu'on récupérait aussi les pneus, la ferraille qui ne va pas là-dedans, on la récupérait aussi. Maintenant, on est en 2005, puis on peut dire qu'on s'attend présentement à récupérer 140 tonnes dans nos bacs verts. Ça veut dire qu'il y a eu une augmentation de près de 40 sur 5 ans. Ça veut dire qu'on peut voir que les gens ont pris le virage de ceux qui participaient de façon volontaire, ont pris le virage recyclage, puisque la population a presque pas augmenté, mais pas de 40 Puis, comme la majorité des gens ont pu voir, nos bacs verts qui sont collectés, ce qu'on peut dire qui sont ramassés une fois par semaine, sont presque toujours pleins lorsque le camion vient le lundi. C'est un bon signe. Oui, c'est un bon signe. Il y a encore quelques petits problèmes. Il y a quelques petites choses qu'il faudrait changer pour améliorer notre programme de bac, notre apport volontaire, mais on se dirige tranquillement vers la collecte de porte à porte avec des bacs identifiés, identifiés pour le recyclage puis identifiés pour les ordures ménagères. OK. Si on parle encore des bacs, tu dis qu'il y a quand même certains problèmes. Ce serait peut-être le temps de les aborder pour que les gens savent peut-être c'est quoi les problèmes puis comment les éviter? Oui, le premier problème qu'on a avec nos bacs de recyclage, c'est que après que le camion soit venu et les a complètement vidés, il y a beaucoup de place dans un bac de recyclage. Puis il y a encore beaucoup de gens qui ne défont pas leur boîte avant de les mettre dans le gros bac. Ce gros conteneur-là, on va l'appeler un conteneur pour ne pas le mêler avec les futurs bacs roulants qu'on va ramasser. Mais le gros conteneur pourrait tenir facilement de 250 à 400 kg de matière recyclable. Là, présentement, on a une moyenne d'environ 150 kg par bac de recyclage, tout simplement parce que beaucoup de gens encore ne défont pas leur boîte. Fait qu'une boîte... en partant, tu perds de la place. C'est ça. On peut prendre une boîte, mettons, qui a 3 pieds cubes ou, si on parle, ou un demi-mètre cube. Si elle n'est pas défaite, elle occupe le 1 demi-mètre cube de la boîte. Alors que si elle serait défaite, on pourrait en mettre 25 dans le même espace. Exactement. Puis ça l'empêcherait les gens de devoir à mettre leurs produits recyclables à côté de la boîte du conteneur de recyclage rendu au samedi ou au dimanche soir parce qu'il n'y a plus de place dans le conteneur. C'est le premier problème. Le deuxième, ce serait certaines personnes encore qui mettent des produits, soit des ordures ménagères, puis qui, là, à ce moment-là, augmentent la quantité de rejet. C'est ça. Puis à ce moment-là, bien, il y a des coûts additionnels pour la municipalité. OK. C'est les deux grands problèmes qui nous touchent à part des autres. Les choses, c'est des choses mineures. OK. Ça, je veux dire, est-ce que peut-être il y a des choses que les gens recyclent puis que sans vouloir ne sont pas recyclables? Est-ce qu'on pourrait peut-être les informer sur... Est-ce que vous apercevez qu'il y a peut-être des choses qui reviennent puis que finalement, ça ne l'est pas recyclable? Ou si ça, c'est quand même bien établi puis ça respecte les normes pour ce qu'on a? Ça va relativement bien. Puis OK. plus on avance dans le temps, plus les centres de tri, comme le nôtre se trouve à Rouen, sont automatisés et puis il y a de plus en plus de marchés pour des matières qui autrefois n'étaient pas recyclables. OK. Exemple, les fameux sacs d'épicerie. Ça l'est maintenant. Ça l'est maintenant. Tout récemment, depuis environ 2 semaines, les sacs d'épicerie, les sacs, même les sacs de vidange propre, par exemple, là, les sacs d'emballage, les emballages sont acceptés maintenant dans le gros bac. OK. C'est une des choses qui n'était pas permis avant, puis les choses qui sont mises de façon non intentionnelle, mais on croit que c'est toujours recyclable, c'est les objets qui ont plusieurs matières recyclables, mais combinées. Exemple, je vous donnerai un ordinateur. Il y a des gens qui vont nous mettre une imprimante ou qui vont nous mettre un clavier. Bien, il y a une partie qui est en plastique, une partie, il y a des circuits intégrés avec des métaux précieux, semi-précieux à l'intérieur, mais il y a aussi une partie de matériaux de support qu'on appelle qui ne sont pas recyclables.
On met ça dans la boîte de recyclage, puis on oublie que le centre de tri ne défait pas, Mais c'est ça. ne défait pas là, les composantes. On ne peut pas mettre un moteur, on ne peut pas mettre, exemple, un téléphone au complet ou un répondeur qu'on ne se sert plus dans une boîte de recyclage sous prétexte que le plastique, le cuivre des fils et, je ne sais pas moi, le caoutchouc serait recyclable. Il faut que normalement les matières soient homogènes, ça veut dire une seule espèce à la fois. Il y a quelques exceptions, comme les fameux bocal Tropicana. Beaucoup, on se fait demander souvent... oui, parce que ça, c'est carton plastique, ça, c'est comme c'est ça. En même temps. Le carton est recyclable, puis la partie de la bouche du bouchon est en plastique. On se fait demander souvent, mais si le récipient principal est en carton, il y a du plastique d'intégrer dans le récipient, est-ce que c'est acceptable? Bien, la réponse, c'est oui. Okay. Oui, ça l'est. Mais normalement, on va défaire le bouchon de plastique, puis on va le mettre dans notre bac bleu, puis on va mettre le carton pour éviter qu'un préposé soit obligé manuellement de dévisser le bouchon. C'est juste une question de gros sens. Mais les boîtes Tropicana, les récipients de deux matériaux sont acceptés. OK. Je repense aux sacs de plastique, puis j'espère que les gens ont eu la chance de regarder le bois avec Mathieu, mais sinon, on peut peut-être en reparler. C'est qu'il ne faut pas mettre les sacs, mettons, 10 sacs de plastique un par derrière l'autre, que c'est mieux de les mettre. Tu prends un sac, tu les mets tout dedans, puis là, tu le mets au recyclage. Ça l'évite un peu d'avoir Parce que si on voit, tantôt, on va visionner une vidéo de ce que les gens ramassent, mais si tu as 10 sacs à ramasser, puis tu as du métaux puis du plastique, ça risque d'être non. Ouais, c'est quand même peut-être une façon plus facile de le faire pour les gens qui sont au centre de triage. Oui, malgré que les opérations des centres de tri de plus en plus automatisées, il y a toujours plus de chances puis de plus de facilité à trier lorsque, si vous avez, exemple, une cinquantaine de sacs d'épicerie d'accumuler dans un sac d'épicerie, bien, mettez-le ensemble. Ça va quand même, on est sûr que ça va se rendre à la bonne place là, au centre de tri. Tandis que si le sac est mélangé au travers de plusieurs contenants ou mis à l'intérieur d'une bouteille de plastique, c'est sûr et certain qu'il peut avoir des, je ne dirais pas des rejets, mais il peut avoir certaines circonstances où la matière ne se rendra pas dans le compartiment de tri approprié au centre de tri. J'oubliais, il y avait une des choses qui nous cause des problèmes, c'est les matières souillées. Oui, bon, c'est ça. Ça veut dire que normalement, on doit faire quand même un lavage minimum. Oui. Bon, c'est ça. On peut recycler un pot de beurre d'arachide, OK? Ça. Mais on ne peut pas recycler le beurre d'arachide que dans le pot. OK? Vous comprendrez ça. Oui, c'est un des exemples de Mathieu, c'est pour ça que je souris un peu, parce que c'est un des exemples, justement, c'est parce que le beurre de pinot, il ne se recycle pas à un certain niveau, là. C'est ça. Nous autres, à Témiscamingue, on a quand même une certaine chance aussi, c'est beaucoup de gens ont des poêles à bois. Ah, OK. Fait que je donne par exemple les boîtes de pizza, les fameux emballages de pizza lorsqu'on commande. Ça, ce n'est pas recyclable parce que c'est souillé avec de la sauce tomate, du pepperoni, du fromage. On ne peut pas recycler ça. Non. Par contre, on peut, sans le mettre aux ordures, on peut aussi le brûler dans notre poêle à bois. Je serais curieux, il n'y a pas de statistique encore qui est tenue, mais je serais curieux de savoir comment nos bons vieux poêles à bois aussi consomment de ces matières-là à Témiscamingue. Parce que sinon, de façon de s'en débarrasser, c'est obligé de le mettre aux poubelles. Exact. Ça va peut-être donner une idée aux gens de le faire pour les prochains. C'est la même chose avec les palettes de bois. On a des grosses compagnies comme des multinationales qui savent pas à un moment donné quoi faire avec leurs palettes de bois, ce qu'on appelle des skids ou des palettes. Là. Bon, ça se ramasse tout au dépotoir municipal présentement. Ah oui? OK? Normalement, on peut les retourner. On a un 20 ou un 25 de consigne sur une palette de bois. OK. Bon, mais les autres qui sont endommagés ou partiellement endommagés, on les envoie au dépotoir. Alors qu'on pourrait facilement les donner à un voisin qui a besoin du bois d'allumage pour allumer son bois. Puis on éliminerait un énorme tonnage parce que vous comprendrez qu'une palette de bois, c'est beaucoup plus lourd qu'une dizaine de sacs d'ordures. Oui, mais ça se ramasse toujours au dépotoir. Mais ça fait du très bon bois d'allumage. La majorité de ces palettes-là, d'ailleurs, sont en bois franc. Puis déjà partiellement séchées. Bon. On parle de palettes de bois. C'est qu'on peut peut-être dire que c'est un gros déchet. Ouais. Puis justement, à Témiscamingue, si ma mémoire est bonne, 2 fois par année, si je me trompe, tu me diras, là, il y a la collecte des gros déchets. Ouais. Peut-être pour résumer un peu, quand est-ce que ça se fait, comment, puis surtout le pourquoi?
Bon, le pourquoi, c'est que c'est un service à la population. OK. C'est pas tout le monde qui a une camionnette pour conduire ou un camion pour se rendre au dépotoir municipal 1 ou 2 fois par année pour emmener les choses qui sont trop volumineuses pour mettre au bord du chemin. Parce qu'il faut se rappeler que notre contracteur n'a pas la responsabilité de ramasser un frigidaire, une laveuse, un lit double. Il n'est pas capable de toute façon. Le camion n'est pas conçu pour manipuler. Le compacteur, le camion à déchets n'est pas conçu pour manipuler des gros objets. Fait que les personnes qui demeurent en appartement, qui ont juste une petite voiture, certaines n'ont même pas une voiture. À un moment donné, ils s'achètent des meubles, puis ils veulent s'en débarrasser. Ça fait que maintenant, tu ne te trompes pas tout à fait, c'était 2 fois par année avant. OK. Maintenant, on est rendu à 1 fois par année. Ah. Bon. Pour le secteur de Témiscamingue, le périmètre urbain qui comprend le temps Témiscamingue, ça se produit et ça va se produire dans la semaine, toujours la semaine de la fête de la Reine. C'est-à-dire en ce qui nous concerne, là, cette année, ça va être après le 23 mai. OK. La fête de la Reine est le 23 mai. Donc, le 24, 25 et 26 mai. On dit aux gens d'appeler l'hôtel de ville puis de dire qu'ils ont des déchets à faire ramasser. C'est ça. OK? Puis nous autres, les travaux publics, on va les récupérer. Normalement, on fonctionne comme le lundi est un jour férié, on va les ramasser chez les gens le mardi, mercredi et le jeudi. Okay. Le vendredi commence à être tard pour appeler parce que, comme les employés finissent à 5 heures, il faut leur donner la chance de se rendre au dépotoir municipal pour vider le contenu du camion. Okay. Maintenant, on se sert de cette occasion-là aussi pour recycler. À Témiscamingue, on ne prend pas tous les encombrants. Qu'est-ce qu'on appelle un encombrant, pour commencer? C'est tout ce qui ne peut pas être mis aux ordures ménagères. Okay. Certains débris de construction. On a des meubles, des électroménagers, des télévisions, une partie d'une bibliothèque ou quoi que ce soit. C'est ça qu'on va mettre des vieux galons de peinture, même si on parlera plus tard qu'on a un programme de récupération de peinture. Mais ce qu'on fait, c'est que les employés, après avoir pris possession de vos encombrants, vont en faire un tri. OK. Bon. Nous autres, on a une chance à Témiscamingue, c'est d'avoir la compagnie Récupération Témiscamingue, ceux qui la connaissent sous le nom de Gauvin Récupération, parce qu'eux autres récupèrent tous les gros métaux. Vous comprendrez qu'une laveuse, une sécheuse, on ne met pas ça dans le bac de 7 mètres cubes, le bac vert. C'est pas fait pour aller là. Ça, vous pouvez les emmener directement chez Gauvin Récupération, qui va être content de vous en débarrasser parce qu'ils vont les recycler puis ils vont revendre le métal qui va en sortir. Okay. Fait que nous autres, lorsqu'on fait la tournée, on commence par trier les métaux. Les métaux, on les envoie directement chez Gauvin Récupération et on ne les emmène pas au dépotoir municipal. OK, c'est qu'ils ne passeront même pas par là. Ils ne passeront même pas par le dépotoir municipal. Okay. Ils vont arrêter directement sur Récupération Témiscamingue. Maintenant, tout ce qui peut être mis dans un bac vert, dans nos bacs, dans nos conteneurs, va être mis dans ces conteneurs-là aussi. Okay. Fait qu'il va rester une infime partie qui va monter au dépotoir municipal. Okay. Puis maintenant qu'on ramasse les peintures usées, on va aussi faire un arrêt aux conteneurs de peinture usée pour les laisser là plutôt que les monter au dépotoir. Bon. Avant de passer au recyclage des peintures, pour quelqu'un qui est nouveau, puisque là, on parle d'un service, parce qu'on dit ceux qui n'ont pas de camion, est-ce qu'il y a un frais d'associé à faire ramasser nos gros déchets? Non, c'est gratuit. C'est un service gratuit. Puis je viens de m'apercevoir qu'on a parlé de Témiscamingue, mais on n'a pas parlé du secteur des chalets. OK, c'est que les autres aussi sont impliqués. Oui, eux autres aussi ont droit à une collecte d'encombrants qui est maintenant 1 fois par année. On a dit que le secteur de Témiscamingue serait pendant la semaine suivant la fête de la Reine. Cette année, les chalets, c'est toujours dans la semaine qui suit la Saint-Jean-Baptiste. Ah, OK. Fait, comme la Saint-Jean-Baptiste, cette année, tombe un 24 juin, c'est la semaine suivant le 24 juin. Pourquoi qu'on fait ça? C'est toujours la suite d'une grande fin de semaine au début de l'été. Les gens ils ont le temps Les gens montent, vont faire le ménage dans leur chalet, puis ils vont s'en débarrasser. Okay. Puis nous autres, la semaine qui va suivre la Saint-Jean-Baptiste, ça va être le lundi, mardi, mercredi et jeudi. Et le vendredi d'après, c'est la fête du Canada. Ça fait que c'est sûr qu'on va avoir 4 jours de récupération. C'est la même procédure. On appelle. Mais de toute façon, les travaux publics, comme les gens qui travaillent, qui ont un chalet, n'ont pas toujours un téléphone pour appeler à l'hôtel de ville, on fait quand même une patrouille durant toute la semaine où les gens doivent mettre leurs déchets encombrants de chalet ou les conteneurs à ordures
où leurs conteneurs à eau dure sont situés. Normalement, c'est juste à l'entrée du chemin de chalet. C'est à cet endroit-là qu'on patrouille et qu'on va les récupérer. Puis la même politique de tri va s'effectuer avant de monter au dépotoir municipal. OK. Si on passe au recyclage de la peinture, puis ça, je pense qu'il n'y a peut-être pas une maison qui n'a pas justement les restants de blanc, puis de bleu, puis des couleurs qu'on n'utilise plus. C'est recyclable maintenant, mais comment? On ne met pas ça dans les contenants, dans les bacs? C'est très simple. Ça a pris à peu près près d'un an de négociation avec Recyc Québec, puis la firme Peinture Récupérée du Québec, qui est à Victoriaville. C'est eux autres qui recyclent la peinture sur la marque de commerce Boomerang. Okay. Il y a 2 organismes accrédités par Recyc Québec pour le programme de peinture recyclée. Il y a Peinture Récupérée du Québec qui fait le traitement de la peinture, okay, qui la reçoit et qui la remet en marché. Okay. L'autre organisme, c'est Éco-Peinture. Et c'est là qu'Éco-Peinture entre en jeu avec les municipalités. C'est qu'Éco-Peinture, elle a le mandat de mettre en place dans les municipalités des conteneurs et de signer des ententes avec les municipalités et s'occupe du transport vers le centre de peinture récupérée qui va en faire le traitement, qui va récupérer les métaux des contenants. Okay. Il n'y a aucun frais pour le contribuable ou l'usager. Il y a eu des modifications au programme que Témiscamingue, qu'on a demandé à Témiscamingue, parce qu'originellement, Recyc Québec nous demandait de maintenir les conteneurs ouverts pendant certaines heures de la semaine avec la présence des employés municipaux. Puis c'était tout simplement impensable dans une petite municipalité de garder 2 ou 3 employés ou un employé municipal pendant X heures pendant des semaines pour attendre après 1 ou 2 gallons de peinture vide. C'est ça. Fait qu'on a fait un programme en partenariat avec nos commerçants, nos détaillants de marché de matériaux de production. Puis le système va fonctionner comme suit. Okay. C'est que lorsque vous allez faire le ménage ou lorsque vous voulez vous débarrasser de contenants de peinture, bon, vous les emmenez chez votre détaillant de matériaux de construction. À Témiscamingue, on en a 4. On a Pro Hardware, Ross Électrique. On a la quincaillerie Nadon, Témiscamingue Home Supply. Oui. On a Matériaux Thème, sur le chemin Ruisseau-Gordon. Et on a Matériaux Jolette à Le Temps. Okay. Ces 4 détaillants-là vont prendre vos contenants de peinture usée. Et ça comprend aussi les aérosols. Ah, OK. Bon, il y a plus que des peintures. On parle de lac, on parle des vernis, on parle des apprêts, on parle même des apprêts, des peintures, des traitements acryliques pour l'asphalte. OK? On reprend ça. Tous les peintures en aérosol, on les reprend. Mais au moment de les envoyer pour le transport, on les envoie avec le contenu. Ça veut dire qu'on ne fait pas de transbordement, on ne vide pas les contenus. C'est ça, on l'envoie avec le contenant. Ça fait qu'on fait d'une pierre d'un coup. De 2 coups, c'est qu'on récupère les peintures et on récupère les métaux qui ont servi à contenir les peintures. Puis ça, bien, lorsqu'on en a assez ou c'est presque plein, on appelle Éco-Peinture et c'est eux autres qui s'occupent de faire la collecte. Ils font la tournée de la MRC, puis ils emmènent, ils transportent toutes les peintures récupérées vers le centre de traitement. Cette année, la foire du printemps s'en vient, puis vous allez avoir un kiosque. Qu'est-ce que la population peut s'attendre de peut-être apprendre, nous voir au kiosque? Bien, on a monté un kiosque avec la participation de Recyc Québec qui va nous envoyer du matériel d'exposition pour un peu avoir un kiosque présentable avec une somme d'informations. Il va y avoir probablement beaucoup de dépliants. Il va y avoir des représentants de la ville, 1 ou 2, qui vont répondre aux questions, surtout des personnes qui veulent savoir qu'est-ce qui va arriver là, avec, je ne sais pas si on va en parler un peu plus tard, mais qu'est-ce qui va arriver avec la collecte de porte-à-porte. Maintenant, on va aussi avoir en démonstration les fameux bacs roulants que la Ville aimerait utiliser dans sa future collecte porte-à-porte. On va avoir 1 ou 2 modèles qu'on va montrer à la population. C'est le temps de poser des questions, c'est le temps aussi de se renseigner pourquoi la Ville favorise un contenant versus un autre. OK. Bon, vous allez pouvoir aussi remplir le même sondage que vous avez eu par la poste. Vous allez pouvoir le remplir.
Et les gens vont pouvoir, la firme SSI Schaefer, qui est un gros fabricant de bacs roulants, nous a donné 2 contenants, deux bacs roulants gratuits pour l'exposition. Et à la fin de l'exposition, on va faire un tirage et on va remettre en cadeau de participation au sondage les 2 contenants. On va probablement en faire tirer un de chaque, là, puis, pour remercier les gens d'avoir participé au sondage. Ce serait peut-être ça ma dernière question, c'est qu'en termes réels, qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre dans le proche futur? Parce qu'on parle de contenants individuels dans les maisons. C'est peut-être un peu dans les grosses lignes. Qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre à voir là, dans les peut-être prochaines années ou 2? Bon, là, tu vas peut-être avoir bien des questions à me poser, mais je vais essayer de résumer. Bien, c'est ça, juste pour que les gens savent un peu qu'est-ce qui s'en vient, peut-être. Nous autres, c'est pour le plan de gestion de matières résiduelles du Québec oblige, comme je disais tout à l'heure, les municipalités à récupérer 60 %. Cette obligation de résultat-là doit être concrétisée pour 2008. Il n'y a pas de date spécifique dans 2008, mais c'est en 2008 qu'on devra prouver au gouvernement qu'on a bel et bien atteint les objectifs. Okay. Bon, ça, c'est la première des choses. Ça veut dire qu'on est en 2005, on est en pleine étude de notre plan de gestion. Témiscamingue a une problématique particulière, c'est qu'on est éloigné des centres de traitement, puis on est éloigné des autres municipalités où on pourrait faire un genre de regroupement pour diminuer les coûts. Okay. Fait que c'est sûr que pour atteindre les quelques 150 à 200 tonnes qu'il va falloir récupérer, il va falloir probablement multiplier par presque 2 ce qu'on récupère présentement. Ça ne pourra pas se faire autrement que par une collecte de porte-à-porte. Bon. Dans la majorité des municipalités à l'extérieur de Témiscamingue, la collecte des ordures ménagères se fait normalement pas plus qu'une fois par semaine dans les secteurs résidentiels. À Témiscamingue, on est chanceux, on a une collecte de 2 fois par semaine dans les secteurs résidentiels. On songe à couper la fréquence à 1 fois par semaine, possiblement, peut-être même, 1 fois ou 2 semaines. C'est le pourquoi du sondage où on consulte la population à cet effet-là. La raison est simple, c'est que si on maintient la fréquence à 2 fois semaine pour les ordures ménagères, plus une collecte de matières recyclables, en plus d'avoir des coûts additionnels qui vont se répertorier sur votre compte de taxe municipale, il y a aussi un problème logistique. C'est comment on va faire pour ramasser des ordures avec un seul camion, puis dans la même journée ou dans la journée suivante, des matières recyclables, puis revenir passer d'un à l'autre. Ça fait qu'il va falloir travailler sur le côté logistique. Ça veut dire comment on va faire le transport. Un autre problème qu'on a, c'est que présentement, on n'a pas de site d'entreposage des matières recyclables. Il va falloir probablement songer à trouver un endroit où on va pouvoir entreposer les matières recyclables à un endroit jusqu'à temps qu'on en ait un volume suffisant pour faire venir un camion à grand volume pour l'emmener vers le centre de tri. Avec la MRC, on avait étudié la possibilité de mettre, la MRC avait proposé mettre un entrepôt de transbordement, ce qu'on peut dire, là, à Gig. Mais pour Témiscamingue, c'est impensable. Ouais. On transporterait de 2 à 3 tonnes de matières recyclables à Gig 2, 3, 4 fois par semaine. Ce qui est quasiment impensable. Premièrement, si l'objectif est d'éliminer les gaz à effet de serre, on va passer notre temps à se promener avec 2 tonnes de matière recyclable. Ça veut dire que ça, c'est une idée qu'on a mis un peu de côté. Okay. Il va falloir se trouver un site d'entreposage ou un bâtiment existant qu'on pourrait réaffecter à cette tâche-là et une rampe de chargement nous permettant de charger le gros camion, le semi-remorque qui viendrait chercher les matières recyclables. Okay. On a l'équipement, on a les hommes, donc sur ce côté-là, il n'y aurait pas de coût. C'est l'emplacement qu'il va falloir consacrer nos efforts. Bon. Avec le sondage, c'est que ça donne un peu la chance aux gens de donner un peu leur opinion. Parce que peut-être qu'on pourrait dire que veut pas, le recyclage individuel, ça va se faire. Ça s'en vient. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Lorsque tous les problèmes logistiques qui ont rapport au transport, au transfert de la marchandise et au coût vont être réglés, il va y avoir des petites modifications avec notre contracteur actuel qui est déjà équipé pour soulever ces bacs-là. Parce que ça prend quand même un bras hydraulique pour manipuler ces bacs-là. Lorsque ça sera réglé, on va être dans les derniers milles avant la mise en place d'une collecte porte-à-porte.
Il y a beaucoup de sensibilisation à faire aussi parce que Exactement. c'est ça. Les gens, là, ce qu'on entend le plus souvent présentement, c'est des réticences au niveau du bac, la grosseur du bac ou le fait qu'on va diminuer les fréquences. Mais il ne faut pas oublier que la meilleure façon d'inciter les gens à recycler, c'est pas de ne pas ramasser les poubelles 2 fois semaine, parce qu'à ce moment-là, on ne change rien. Tandis que si ça passe une fois toutes les 2 semaines ou une fois seulement par semaine, on va inciter plus les gens à utiliser le bac bleu. OK. Mais je te remercie d'avoir passé au canal pour peut-être informer les gens plus. Puis je les invite peut-être à aller, je ne sais pas si ça va être toi, mais d'aller, de passer au kiosque à la foire, puis peut-être d'apprendre plus et puis de pouvoir donner leur opinion pour aider. Oui, si vous avez des questions spécifiques, à ce moment-là, il y a Arnaud Varolin qui travaille aussi, qui fait partie du comité sur le plan de gestion de matières résiduelles de la ville de Témiscamingue. Moi-même, je serai là une partie de la fin de semaine. Puis on va peut-être avoir 1 ou 2 conseillers municipaux qui vont venir se joindre à nous pour le 29 et le 30 avril. OK. Parce que je pense que c'est ça, le recyclage, ça s'en vient plus à la... Je pense que plus à la mode. On peut peut-être dire ça comme ça, on n'a pas le choix, puis ça va devenir plus tendance. Mais je te remercie beaucoup. Bon, donc c'est ça. Je vous repasse à Mathieu qui va pouvoir parler un peu plus long sur le recyclage et vous présenter une vidéo, mais je laisse tout ça, lui, il va vous donner tous les détails. Puis je les remercie de m'avoir donné la chance de faire partie de son émission du recyclage. Donc, retour à toi, Mathieu. Bien, merci Nathalie. Merci Jean-Marie. Pour finir l'émission, j'aimerais vous présenter un petit vidéo qui a été fait par Recycle Québec qui présente le programme Ici on recycle. Ici représente les industries, les commerces et les institutions. Mais juste avant, j'aimerais ça vous parler des autres endroits où est-ce qu'on peut recycler ce qui ne va pas dans le bac. Il y a le comptoir des vêtements à T-Lake qui est au sous-sol de l'église, où est-ce que vous pouvez amener tous vos vieux vêtements qui ne font plus. Il y a peut-être bien des gens qui seraient heureux de les avoir, ou je pense qu'ils doivent faire du recyclage de tissu en tant que tel avec ça aussi. Réutilisation et recyclage. Pour les métaux, on a parlé un peu dans les autres reportages. Il y a Recyclage Témiscamingue, qui est connu peut-être sous le nom de Gauvin aussi, qui ramasse tout ce qui est gros métaux, tout ce qui va être très heureux de ramasser tous ces matériels. Aussi, pour ce qui est des ordinateurs, des écrans, des tours, il y a Montagne Vue PC, qui est Michel Arsenault, si je ne me trompe pas dans les noms, vous pouvez téléphoner, qui ramasse les ordinateurs. C'est au 627-1765. Vous pouvez l'appeler à ce numéro-là ou passer chez lui au 111 Riordan, qui va être très heureux de vous accueillir aussi et ramasser vos vieux ordinateurs. Donc, vous allez voir à l'écran la vidéo de Ici, on recycle. Le Québec produit près de 11 millions de tonnes de matières résiduelles chaque année, dont 45 % proviennent des industries, des commerces et des institutions, les ICI. Les matières résiduelles de l'un sont souvent les matières premières de l'autre. Le recyclage a d'ailleurs fait naître une industrie qui, en plus de protéger l'environnement, peut générer des économies tout en créant des emplois. Adopter un plan de gestion des matières résiduelles pour alimenter l'industrie du recyclage devient synonyme de bon sens. Le gouvernement du Québec a mandaté Recycle Québec pour coordonner la mise en œuvre de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles afin de récupérer 65 % de celles qui présentent un potentiel de mise en valeur d'ici 2008. Plusieurs établissements dépassent déjà cet objectif. C'est le cas de l'hôtel de ville de Chelsea, où une vingtaine d'employés de l'hôtel de ville réussissent à récupérer plus de 75 % des matières résiduelles. Mais je pense que c'est important. On doit faire ce qu'on dit. Puis on doit appliquer ce qu'on pense comme règlement. Puis si on ne le fait pas à la base, comment peut-on prétendre que les gens vont embarquer dans le projet? Fait que je crois que les employés municipaux croient au projet, sont fiers de participer, puis c'est pas difficile de les faire embarquer. Chelsea, municipalité décidément tournée vers l'environnement et le développement durable depuis 1988, récolte les fruits de son engagement. On a noté depuis 1997 10 % de plus de logements à Chelsea et aucune augmentation au niveau du tonnage qui est envoyé au site d'enfouissement. L'enfouissement coûte de plus en plus cher. La diminution du tonnage de matières résiduelles envoyées à l'enfouissement génère des économies qui financent en tout ou en partie le programme de recyclage. On n'a pas au niveau budgétaire, on n'a pas d'augmentation affectée à ce poste budgétaire. C'est qu'on peut maintenant recycler à 100 %
et aussi envoyer nos déchets au site d'enfouissement. Puis il n'y a pas de coût additionnel pour le citoyen. Pour implanter un programme de gestion des matières résiduelles, il faut déterminer le volume et la nature des matières générées, cibler les gestes à poser, sensibiliser et informer les principaux acteurs impliqués, employés et usagers, et vérifier l'atteinte des résultats. Parfois, des adaptations aux infrastructures peuvent être nécessaires ou planifiées à la base. Avant de construire son nouveau siège social où travaillent 1000 employés, Provigo a planifié, dans les plans architecturaux, l'intégration des espaces et des équipements de tri nécessaires à son programme de gestion des matières résiduelles. Il n'y a pas de poubelle à la cafétéria, puisque tous les résidus doivent être récupérés. Les postes de travail sont équipés de gros bacs à recyclage et d'une poubelle minuscule que l'employé doit ensuite vider dans les contenants de récupération installés dans un des 21 coins café. Mais à la fin de la journée, les employés d'entretien ménager acheminent au quai de réception les matières qui ont été collectées sur les étages et ils les entreposent dans une chambre froide qui est prévue à cet effet. Au siège social de Provigo, le taux de récupération des matières résiduelles atteint un niveau enviable, soit 82 %. En 2002, 37 tonnes de matières organiques ont été envoyées au compostage. Le Collège de Rosemont applique un programme de gestion des matières résiduelles depuis plusieurs années. Disposant d'un fonds d'action financé en partie par une contribution volontaire des employés et des étudiants et en partie par la vente des canettes, des résidus de papier et du plastique granulé, ce programme permet, entre autres, de payer pour le recyclage plus coûteux des fluorescents. Ici, la gestion environnementale est globale et se répercute sur la politique d'achat. On opte pour des produits recyclables, préférablement sans emballage. On observe la teneur de fibres recyclées dans le papier acheté et on imprime toujours recto verso. Mais on cherche avant tout à transmettre des valeurs constructives, par l'exemple. Oui, on transmet une culture, oui, on transmet des valeurs aux gens qui passent ici, qui vont aller ailleurs et qui vont sentir le besoin de le faire. Qui vont sentir le besoin que dans l'entreprise où ils sont, ils vont le malaise s'ils ne gèrent pas de façon écologique et ils vont transmettre cette culture-là. On a de nos anciens étudiants qui nous appellent. On aimerait ça commencer un programme de gestion parce que je suis rendu dans une université ou une entreprise. Est-ce que vous pouvez m'aider? C'est le plus beau compliment qu'on peut nous faire. Les solutions de récupération des matières résiduelles sont donc accessibles, environnementalement profitables et potentiellement payantes, comme en fait foi l'exemple du marché Bellevue IGA de Victoriaville. La première année du programme se solde par une économie nette de 1 500 $ et ce n'est qu'un début. On y récupère près de 80 % des 400 000 kilos de matières résiduelles générées grâce à l'implication des employés qui permet d'assurer un tri à la source plus efficace. Les gens sont quand même assez sensibles à ça. Et puis, ils ont appris à travailler, puis il n'y a pas de perte de temps, ça n'occasionne pas aucune perte de temps à l'heure actuelle, que chacun mette les déchets ou le pétricide ou les matières récupérables au bon endroit. Il s'agit tout simplement, quand vous êtes entouré de 3 poubelles, de le mettre dans la bonne poubelle, et puis le problème est réglé. Le marché Bellevue IGA s'est gagné une notoriété qui attire la clientèle. On prétend que chez nous, ça nous a aidé au niveau volume de chiffre d'affaires. On est parmi les marchands IGA qui performent le mieux à l'heure actuelle. À l'usine d'assemblage de composantes électroniques IBM de Bromont, on récupère 85 % des 1200 tonnes de matières résiduelles générées chaque année selon le principe des 4 RV, soit réduire, réutiliser, récupérer, recycler et valoriser. On a des gros contenants bleus, on les appelle les éléphants bleus dans l'usine, dans lesquels on reçoit des pièces essentielles à la production. Ce qu'on a établi comme politique, premièrement, c'est de réutiliser ces contenants-là. On reçoit les pièces. Lorsqu'on les a vidés, ces contenants-là, on les retourne à l'usine qui nous fournit ces pièces-là. Donc, premièrement, on réduit l'emballage. On n'utilise pas de l'emballage des caisses de bois neuves à chaque expédition. Ensuite, on les réutilise, on les retourne à l'usine qui va éventuellement nous retourner d'autres pièces là-dedans. Puis, en fin de vie, ces contenants-là, on peut tout simplement les récupérer. C'est du plastique récupérable. Donc ça, c'est un très bel exemple qui touche beaucoup des points de notre politique des 4RV. Le programme en vigueur a généré des économies de plus de 60 000 $ en 2003, soit plus de 40 000 $ de revenus issus de la revente de matériel allant des canettes récupérées aux résidus métalliques, en passant par les tables et chaises inutilisées, et 20 000 $ économisés sur le transport et l'enfouissement de ces matières résiduelles. On a demandé une expertise externe pour nous aider à structurer notre
notre processus de gestion des matières résiduelles, on a appliqué en réalité le processus de l'entonnoir. C'est-à-dire, au lieu de gérer nos déchets ici et là sur le site, on a décidé que les déchets allaient être acheminés vers un seul point qui, lui, allait s'occuper du transport vers son établissement, puis éventuellement du transport vers ses fournisseurs à lui, les différents fournisseurs où il allait faire le recyclage de papier, le compostage, ainsi de suite. On exige le même degré de qualité environnementale des fournisseurs et on préconise aussi l'achat vert. Chaque automne, un conteneur à déchets est vidé et son contenu est analysé. La caractérisation nous sert exactement à déterminer qu'est-ce qu'il y a de présent dans notre conteneur à déchets, puis ce sur quoi on va travailler en réalité là, pour mettre le focus, puis pour essayer d'augmenter justement notre taux de recyclage. De plus, un comité de délégués issus de tous les départements de l'usine se réunit pour s'assurer de l'efficacité et de la bonne compréhension du programme en place. Par une saine gestion de leurs matières résiduelles, ces établissements contribuent à protéger notre milieu. Recyc Québec soutient les initiatives entreprises par les industries, commerces et institutions du Québec par le programme de reconnaissance Ici, on recycle. Toute l'information sur notre programme est disponible dans le site Internet de Recyc Québec à l'adresse qui apparaît à l'écran. Les nombreux programmes de mise en valeur des matières résiduelles dans les organisations québécoises contribuent à alimenter une industrie en pleine effervescence, l'industrie de la récupération et du recyclage. Les centres de tri du Québec sont au cœur de tout un bourdonnement d'activités qui génèrent environ 1500 emplois directs et indirects. Chaque année, le centre de tri de Montréal reçoit 100 000 tonnes de résidus provenant des petits commerces et des résidences. 95 % de ces résidus sont valorisés, commercialisés et recyclés. Le papier va vite prendre le chemin du moulin. Le papier journal qu'on voit derrière moi on a une entente commerciale avec les moulins Stadacona à Québec. Donc tous les jours, ce papier journal va à Québec et le lendemain, il y a du papier journal sous forme de rouleau qui revient pour tirer les grandes éditions le matin à Montréal. Le métal suit un autre chemin pour être recyclé. Les gros morceaux aboutissent dans un endroit comme ici, chez AIM. L'acier est déchiqueté, puis trié par attirance magnétique pour être séparé de la mousse et des métaux non ferreux. Les employés récupèrent les morceaux contenant du cuivre pour éviter qu'ils ne contaminent l'acier. 73 000 tonnes d'acier sont traitées ici chaque année. On peut en prendre beaucoup plus que ça. Il faut sensibiliser tout le monde au recyclage, essayer de ramasser le plus possible ces aciers-là pour être refondus et retournés aux aciéries. À qui peut bien servir tout le verre que nous envoyons au recyclage? L'usine de fabrication d'isolants de fibres de verre de Candiac a ouvert ses portes en 1964 et a changé de matière première ces dernières années. Dans les années 95, nous avons débuté notre programme de recyclage de verre. Nous avons débuté progressivement de 5, 10, 15, 20 % de notre matière première était du verre recyclé. Nous sommes maintenant rendus à 65 % de notre matière première, ce qui représente 80 tonnes métriques de verre recyclé par jour, principalement de la bouteille concassée. L'utilisation du verre récupéré est économiquement rentable pour l'entreprise. Pour nous, ici à l'usine, ça nous donne un côté marketing, une note positive du point de vue, je dirais, environnement. Ça nous permet de montrer à notre clientèle notre souci de l'environnement et notre contribution à réduire les déchets dans les sites d'enfouissement. Chez Cascade Replast, les vieux contenants de plastique sont recherchés. Une bonne partie de notre consommation qu'on utilise ici, c'est du polyéthylène basse densité, ce qui se trouve à être un peu vos contenants d'eau de javel, les contenants d'assoupisseur, des choses comme ça. La beauté de ce procédé-là ici actuellement, c'est que ça nous permet évidemment de recycler environ 4000 tonnes de plastique par année. Les contenants de polyéthylène déballés sont triés une seconde fois pour enlever les étiquettes restantes, puis les contenants sont granulés avant d'être moulés de nouveau ou acheminés au processus d'extrusion. L'ère du jetable
est révolue. Nous sommes maintenant 21 CFR au Québec. Nous avons tous un rôle de récupérer des jeunes en difficulté dans un premier temps, mais au-delà de ça, nous avons tous également un objectif environnemental de par nos entreprises qui récupèrent un matériau. Alors ici, au CFR de Bellechasse, nous nous sommes spécialisés dans le recyclage et la revalorisation des équipements informatiques. Dans cette école-entreprise, on vérifie d'abord l'état des appareils. Les pièces fonctionnelles sont récupérées. Les pièces irrécupérables sont vendues à des recycleurs et génèrent 20% des revenus de l'organisme. Chaque année, le CFR de Bellechasse répare et remet à jour 3000 appareils, en plus de recycler 80 tonnes de composantes. Au fond, quand on reçoit les équipements, je pourrais dire que toute proportion des équipements reçus, 50% des appareils pourront être revalorisés et 50% seront recyclés. Ça veut donc dire que pour 50% d'entre eux, les appareils auront une seconde vie dans les écoles du Québec qui en font la demande. Jusqu'à maintenant, le CFR de Bellechasse, fondé en 1997, a ainsi donné une seconde vie à 30 000 ordinateurs qui ont repris du service dans le réseau scolaire. En faisant don de leurs vieux ordinateurs, les donateurs bénéficient d'un avantage fiscal, mais malgré tout, on manque d'appareils. Certaines habitudes restent à changer. Enfouies, les matières organiques dégagent du biogaz qui contient du méthane, un gaz explosif, et un gaz à effet de serre ayant un potentiel de réchauffement planétaire 21 fois plus élevé que le dioxyde de carbone. À l'air libre et bien aéré par brassage, la décomposition de ces matières organiques libère principalement du CO2 et de la vapeur d'eau pour produire du compost. À Compost du Québec, on traite les résidus papetiers, les fumiers et les résidus verts à grande échelle. On parle d'environ l'équivalent d'un 10 000 camions 10 roues en termes de quantité. Donc, peut-être l'équivalent d'un 150 000 tonnes par année qui est transité par Compost Québec, qui autrement serait dévié à l'enfouissement, bien sûr, ou à l'incinération, dans le cas de la région de Québec. Le marché potentiel de l'industrie du compostage est en croissance constante. La mise en valeur des matières organiques est la voie de l'avenir. Absolument, parce qu'on sait que dans le futur, on va toujours générer ces résidus-là. Alors, plutôt que de les envoyer au site d'enfouissement ou les brûler, on trouve une façon de fermer la boucle en les retournant sur le marché, en étant transformés, avec un avantage agronomique ou un avantage pour l'horticulture en termes de récupération de matières organiques et d'éléments fertilisants. Le développement durable, il passe forcément par cette avenue-là. Ça va devenir intéressant parce que tout à l'heure, le compost, on va le vendre. Si Cascade Replace a récupéré dans la dernière année 4000 tonnes de plastique qui ne s'est pas ramassé dans un premier temps dans l'environnement, ça vaut le coup certain. Dans un deuxième temps, si on peut faire vivre 60 familles localement, et puis évidemment, l'entreprise, il y a un but. L'entreprise est là pour être rentable. Évidemment, si on atteint tous ces objectifs-là, ça vaut le coup certain. Ça vaut vraiment le coup, hein? C'est l'avenir. Le recyclage est l'avenir. Ce qu'on dit chez nous, c'est que c'est une jeune industrie qui se remet en cause continuellement et qui, à mon avis, va encore se développer dans les années qui viennent. Il y a un bel avenir pour le recyclage. Bravo aux industries, aux commerces et aux institutions qui, par une bonne gestion de leurs matières résiduelles et des façons de faire plus écologiques, alimentent ainsi l'industrie du recyclage tout en protégeant notre environnement. Réduire à la source, réutiliser et recycler, ça rapporte vraiment sur tous les plans.